Bien, très bien. Bonjour. 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 On est en train de s'installer. Hein. Jeanne arrive. Allez-vous? Là, c'est bon. Vous m'entendez? Vous avez bien envoyé de toute façon le lien. Le test comme ça. Ça va, les vidéos. Bonjour, vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez? Oui. Ouais. Ok. Et bien, du coup, donc là, vous avez 3 sur 5 participants, Denis Desjours également, qui est dans nos locaux. Jeanne qui arrive. Je connais. Attends. Je t'en prie. Jean-François qui est là aussi. Bonjour. Bonjour. On est quasi au complet. Super, merci. J'ai l'impression que vous ne voyez pas mon image, je me trompe? Si, on vous voit. Ah bon, d'accord. Bon, bah, parfait. Ah, super fort. Tu veux le mettre si je suis. Est-ce que vous prendre de l'eau, peut-être? Ouais, un verre d'eau. Là, ça va, je te... Est-ce que du coup, là, j'arrive... Non, tac. Donc moi, c'est moi qui dois te faire rentrer. Ah, voilà, exact. C'est bon. Toi, tu coupes ton micro. Parce que moi, je l'ai ici. Et comme ça, tu t'embêtes pas avec les histoires de micro. Merci beaucoup, Maud. Il faut que tu coupes sur ton ordi. Tu mets en. Ah, c'est bon? Il nous manque cuir. Participants. Là, j'ai le son ouvert si tu as des choses que tu veux caler. Non, c'est un petit peu, on s'est parlé tous aujourd'hui et hier, donc on a fait un petit tour d'horizon. J'ai bien entendu la demande de chacun de pouvoir interagir et vous répondre et pas partir dans les longs monologues. Donc on va essayer de rendre ça le plus vivant possible. Et voilà, c'est aussi ça l'intérêt d'être aussi nombreux pour cette table ronde, c'est justement que ce soit quelque chose de vivant, voilà, et que débat il puisse y avoir si vous le souhaitez. Donc, il nous manque, je crois, je regarde ma petite note, je pense que il manque, c'est Jean-Baptiste Souffron. Ouais. On a un sujet de diversité quand même sur le casting de cette table ronde. Mais on fera mieux pour la prochaine fois. Donc, il y a un défi pour la prochaine fois, c'est de trouver 4 femmes. Et 7 femmes.
Donc, Monsieur Souffron, est-ce que je lui envoie un petit message peut-être? Ah, il a pas reçu le lien, il me dit. Ah, je lui ai envoyé tout à l'heure. Attends, je peux lui envoyer. Voilà. L'enregistrement est démarré. Ouais. Après, nous, on coupe. Hein. Ouais. Je reçois des réponses aux questions d'inscription. Et là, bien, Ah, qui te connecte, qui Non, via le le questionnaire. Ouais. Alors, normalement, je l'ai adressé à Jean-Baptiste. Je l'ai envoyé par mail. Hein. Je vais voir si Je lui envoie un petit message pour dire que c'est dans ses mails. Ouais. Maud, je ne sais pas si ton je suis le adresse pro. seul. Je ne sais pas si je suis le seul à entendre ça, mais je ne je suis pas sûr que ça soit vous, mais il y a un bruit comme si on était, je sais pas moi, dans un couloir de métro ou quelque chose, ou dans ou un avion qui décolle, vous voyez, un truc, un truc un peu Oui, comme ça. on Ah, n'entend plus d'ailleurs. c'est vrai. Et là, Maud est figée. Ah non. moi, c'est juste une filiale. Pas bien. Ça, je peux. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai pas l'impression parce que je vois tout le monde figé. Moi. Parce que là, sur le filière. Là, c'est bon. Là, aussi tout ce que je... Est-ce que c'est mieux au niveau de la connexion? Est-ce que vous nous entendez mieux? Oui, on entend bien. Oui. Moi, ça me signale encore qualité médiocre du réseau. Il est là, ouais. Je vais faire Voilà. Et vous me dites. Ouais, il est très important. Ah, On attend peut-être. Du coup, normalement, là, on a tous les intervenants. Ouais. Bonjour Jean-François. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, n'importe bonjour. quoi. Il y a également un Jean-François. C'est ça. C'est pour ça. Est-ce que au niveau du flux, là, vous nous entendez bien? Pour Brice, c'est bon. Moi, j'ai plus d'image pour les autres, en fait, pour ça. Non, plus de retour son. Alors, on refait un test son. Est-ce que vous pouvez parler comme ça on voit si on vous entend bien? Bonjour, vous m'entendez bien? Quelques paroles pour vérifier. Reconnu. C'est bon, on vous Bonjour entend. à tous. Bonjour à tous. Jeanne, on attend ton go pour Ouais, bon, on y faire va. rentrer les personnes. Bon, allons-y. Eh ben, on commence à faire rentrer les participants. Vous n'avez toujours pas de cabane de la pratique, oralement. Si, on sait. Des élèves. Oui. À toutes et tous.
Bonjour. Écoutez, on va, je pense, peut-être débuter. On est un certain nombre là, de participants et participantes connectés à cette deuxième conférence du cycle. On lance sur l'IA et IA et éthique en éducation. Je vais passer la parole à Jen Gani qui va animer cette table ronde. Et pour les participants, soyez pas surpris, on ferme les micros le temps de l'échange. Et en revanche, vous pourrez réouvrir vos micros au moment des questions-réponses à l'issue de la discussion. Bonjour à toutes et tous. On on va commencer. Donc, comme vous l'avez dit, mais très content le plaisir d'accueillir pour cette table ronde, donc dans le contexte, organisant le cadre des territoires innovants que le Café Pédagogique a le plaisir d'animer. Donc d'accueillir plusieurs experts et spécialistes du sujet. Donc en décembre dernier, on avait axé les planches sur la question des inégalités et l'IA dans l'école. Et puis aujourd'hui, voilà, on a décidé de parler de certains juridiques, de ces données, également de tous ces possibles dans le champ de l'école. Donc pour échanger à ce sujet, nous avons donc le plaisir d'accueillir donc Jean-François Cerisier, qui est chercheur et professeur à l'Université de Poitiers, qui a travaillé depuis de nombreuses années sur le numérique et son usage en éducation au sein du laboratoire dont il a la direction à Poitiers. Il est également l'auteur de nombreuses tribunes, également Denis Desjours, qui est donc conseiller pédagogique départemental à numérique du premier degré dans l'Académie de Paris, Brice Gascard, qui est enseignant de français dans l'Académie de Versailles et également référent numérique, Yann Houry, qui est enseignant passionné par les questions liées à l'éducation, à la pédagogie et au développement du numérique et responsable de l'innovation pédagogique numérique à l'Institut Florimond de Genève, et Jean-Baptiste Souffron, avocat. Donc, sans plus tarder, je vais lancer un peu la première question qui va poser un peu le cadre et on va essayer de garder un temps à la fin d'un tour de table de différents intervenants pour des questions des participants. Alors, un mot tout de même, puisque nous avons une table extrêmement masculine, donc nous nous en excusons, on a bien conscience qu'en termes de parité, on n'a pas été parfait et clair. On s'engage à faire mieux pour la troisième conférence de notre cycle. Donc Jean-Baptiste Souffron, donc sur les questions éthiques et juridiques autour de l'intelligence artificielle, donc effectivement qui intéresse beaucoup et les familles et les enseignants. Peut-être pour commencer un mot pour poser le cadre juridique et le cadre légal, juridique qui s'applique à l'école. Est-ce qu'elle représente, puisque l'IA a été décrite comme risque dans le cadre légal de l'acte. Donc peut-être que vous pouvez nous donner quelques indications sur ce cadre. Merci. Alors, si vous pouvez juste ouvrir votre micro, je vais vous aider. Ah. Là, on parle de technologie, mais vous voyez, on a quelques petits problèmes techniques qu'on résout très très rapidement et on espère pouvoir vous entendre. Ah, c'est bon. Vous m'entendez là? Oui, Ouais. Merci Jean-Baptiste. Oui, alors j'ai pas bien compris votre question. Si vous pouviez la répéter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, poser un peu le cadre juridique en fait, qui s'applique voilà, dans les établissements scolaires sur l'IA. On sait que c'est vraiment une préoccupation majeure, évidemment, des familles. Donc, un mot, alors je sais que c'est une vaste question et on va vous demander de nous dire quelque chose en quelques mots, si possible. Merci. Non, mais c'est quelque chose aujourd'hui qui est très complexe et qui en fait s'appuie essentiellement sur la manière dont on protège aujourd'hui les données personnelles dans le cadre éducatif.
Vous avez le règlement, bien sûr, sur l'IA, les AI Act, qui a été passé, qui a comme spécificité quand même de reconnaître l'existence, peut-être de façon un peu anticipée pour certaines d'entre elles, mais l'existence d'usage de l'IA dans l'éducation. Mais sur le fond, le règlement lui-même reprend la manière dont les choses sont structurées, soit en France depuis la loi 78 et en Europe depuis le RGPD. On est sur des usages, si vous voulez, sur des règles de conformité d'une part, sur la documentation de ce qui est fait et sur la transparence, c'est-à-dire le fait de déclarer et d'expliquer ce qui va se faire avec l'interdiction d'un certain nombre de possibilités, comme dans le RGPD, l'interdiction de faire des fichiers qui seraient à caractère raciste ou à caractère politique, qui peuvent parfaitement trouver application qui trouvent parfois application dans le secteur éducatif. Mais dans l'IA Act, vous voyez, typiquement, le règlement sur l'IA interdit la reconnaissance des émotions sur les lieux d'enseignement, ce qui est typiquement le genre d'usage qu'on aurait pu imaginer, mais qui est interdit aujourd'hui. Donc, on se retrouve avec des pratiques qui, pour l'instant, ne sont pas très clairement définies. Il y a tellement d'utilisations possibles que on a une réglementation qui peine un petit peu à les saisir et qui en plus se retrouve probablement d'ores et déjà en grande partie dépassée par le caractère extrêmement euh, polymorphe des nouveaux outils qui sont arrivés, même depuis son adoption, hein. L'adoption, c'était en 2024. Depuis lors, si vous voulez, rien que on a l'impression qu'il y a quasiment une nouveauté par semaine, hein. Le règlement, c'était en juin 2024. Entre-temps, il s'en est passé des choses et il s'en passe quasiment tous les jours. C'est pour ça que le plus intéressant, plutôt que d'avoir une approche un peu pointilliste et de regarder, de se dire qu'on est face à quelque chose qui est normé, comme peuvent l'être tout un tas de choses, c'est d'abord de voir quelles sont les bases. Et c'est pour ça que je rappelais la réglementation sur les données personnelles, euh, à la fois la loi 118 et le RGPD, en sachant que la loi 178 était en réalité la première loi sur les traitements automatisés, c'est-à-dire en fait sur la manière et sur les décisions prédictives en matière informatique. C'est-à-dire en fait, c'était déjà une loi qui traitait en partie de l'intelligence artificielle, même si à l'époque, ce qui finalement était le, le point principal de réflexion, c'était la question des bases de données, plus que celui des outils d'intelligence artificielle en eux-mêmes. Donc là, maintenant, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les enseignants ou pour l'administration, la question qui va se poser, ça va être surtout d'identifier les usages qui sont utiles pour les élèves, pour les enseignants, peut-être aussi pour les parents d'ailleurs, et puis à partir de là, de regarder en fait comment est-ce qu'on dans quel cadre ils se structurent vraiment? Est-ce qu'ils sont prévus, par exemple, dans le règlement sur l'IA? Et je peux vous assurer qu'il y a tout un tas de choses, ça ne va pas être forcément très simple de les y faire rentrer. Est-ce qu'ils sont plus largement prévus par le RGPD? Là, pour le coup, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui vont pouvoir rentrer dedans. Et puis surtout de se poser des questions à la fois en termes juridiques, bien sûr, mais ne serait-ce déjà qu'en termes de bon sens. Ouais, merci. Et alors peut-être une question là pour Denis Desjours au niveau académique. Donc comment se mène la réflexion justement pour protéger les données, puisque voilà, les académies ont évidemment réfléchi à cette problématique. Donc peut-être vous pouvez nous dire quel travail est engagé pour lutter notamment contre la marchandisation des données. Voilà, quelles sont les réponses apportées? En fait, de côté académie, nous on se place totalement dans le cadre qui est fixé par le ministère. Et à l'heure actuelle, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les classes consiste plutôt à mettre en place des outils dans le cadre du projet innovation et intelligence artificielle, des outils qui vont permettre à l'enseignant de créer des parcours individualisés pour les élèves
Et l'IA est mobilisée en tant qu'assistant pédagogique pour constituer une sorte de tableau de bord que les enseignants vont pouvoir lire et suivre ainsi les progrès, les échecs, les réussites des élèves, que ce soit sur les fondamentaux français et mathématiques, mais aussi sur d'autres solutions. Donc en fait, on s'appuie sur le cadre qui a été fixé par le ministère, cadre des projets d'innovation intelligence artificielle. Alors peut-être un petit mot en petite question complémentaire pour vous, Denis Desjours. Cette question justement de protection, de cadre et justement sous l'égide évidemment du ministère, il y a une impulsion au niveau des biens communs. Est-ce que vous pouvez peut-être en dire un mot justement qui est voilà. Oui, effectivement, parallèlement à ça, le ministère réfléchit à la place de communs numériques qui, pour certains, vont être nourris avec de l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que dans le premier degré, on est encore dans les balbutiements de l'utilisation de l'IA, là où le niveau universitaire va être un petit peu plus utilisateur. Nous, on se pose aussi la question, et le ministère se pose la question de l'âge auquel il faut confronter les élèves à l'intelligence artificielle. Actuellement, la réflexion porterait sur une utilisation de l'IA par les élèves à partir de la classe de 5e. Mais effectivement, moi, il me semble important néanmoins d'acculturer les élèves sur ce qu'est l'IA, ce que peut produire l'IA, les limites aussi qu'il y a à l'utilisation de l'IA. Et c'est quelque chose que personnellement, moi, je trouverais intéressant de... Et sur cette garantie, et après je vais poser une question très vite sur un intervenant suivant. Juste une dernière question sur ce sujet pour compléter Denis Desjours, sur cette question de la réponse des académies pour protéger les données des élèves. On conventionne systématiquement avec les prestataires que nous utilisons et c'est vrai qu'il faut que l'on s'assure à la fois que ces données éducatives ne soient pas exploitées hors du cadre qui est fixé et surtout pas exploitées à des fins commerciales ou publicitaires, mais préférer privilégier même des solutions qui sont respectueuses de l'éthique fixées dans le cadre public. Merci. Alors, la question suivante, peut-être pour... Alors, j'ai prévu des petites questions pour chacun des intervenants. N'hésitez pas, voilà, comme on l'avait dit, de pouvoir compléter les propos de l'un ou l'autre, hein, que ce soit un échange et un débat vivant. Et donc, n'hésitez pas voilà, à vous compléter si vous voulez répondre à un propos qui précède. Donc, peut-être, monsieur Cerisier, sur la question donc, de l'éthique liée à l'intelligence artificielle. Alors, vous dites que ce n'est pas qu'une question de données de protection, mais que ça va plus loin. Vous pouvez peut-être vous nous dire un mot justement sur ce sujet, s'il vous plaît? Oui, je veux bien. D'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Une remarque peut-être, je vais répondre tout à fait précisément, enfin en tout cas je vais essayer à votre sollicitation, votre question, mais juste faire remarquer que en fait dans notre échange, là, on ne dit pas bien de quelle technique d'IA il s'agit, et alors que bon, je pense qu'on parle tous d'IA générative en fait, sans avoir dit qu'on allait parler d'IA générative, ou alors on parle, Jean-Baptiste qui dit non. Donc, on en parle plus largement, mais ça serait bien de le dire parce qu'au fond, les questions, elles se posent, certaines questions sont les mêmes et d'autres ne sont pas du tout les mêmes. On peut se dire que si on parle d'intelligence artificielle de façon plus générale, il y a beaucoup d'usages qui sont complètement invisibles ou invisibilisés ou pas connus et qu'elles sont un peu partout et que ça aussi, ça fait partie des débats qu'on peut avoir alors qu'on a une petite tendance, malgré la délégation de Jean-Baptiste, on a une petite tendance à focaliser notre attention, ou plutôt que tout le monde focalise son attention. Il suffit de lire tout ce qui circule sur les réseaux sociaux sur les aventures des intelligences artificielles génératives et les usages que nous en faisons tous dans nos élèves. Moi, j'aurais peut-être l'occasion tout à l'heure de parler un petit peu de ce qu'on en fait avec nos étudiants, ou ce que j'en fais plutôt avec mes étudiants ici à l'université, en licence et en master. Je vais aussi beaucoup dans des écoles, y compris primaires, très souvent dans des écoles primaires pour des recherches. Et je suis, et je vais arriver à répondre à la question, hein, je suis par ailleurs membre du comité d'éthique sur les données d'éducation placé auprès de la ministre de l'Éducation nationale. Et évidemment, dans le cadre de ce comité d'éthique, la question
de l'IA, enfin plutôt la thématique de l'IA est un peu au premier plan. Il n'y a pas que celle-là, hein. Il y en a d'autres qui sont importantes aussi, s'agissant du numérique et de l'éthique, mais celle-ci, elle est quand même au premier plan et je pense qu'elle va y rester un bon moment. Pour répondre à la question, moi, il me semble extrêmement important de préciser, comme ça a été fait, le cadre légal, le cadre juridique dans lequel les enseignants et les élèves et les parents et tout le monde peuvent utiliser ou pas et comment des intelligences artificielles, qu'elles soient génératives ou qu'elles ne le soient pas, ou qu'elles soient autres. Mais c'est un cadre, alors dont on espère d'ailleurs, c'est un vœu un peu pieux, mais qu'ils suivent une histoire à évolution très rapide, ça a été dit, et qu'ils s'adaptent à la fois à l'évolution des techniques et aussi, et c'est là où je veux en venir, à l'évolution des usages. Et donc, le cadre juridique, que ce soit avant, c'était simplement le RGPD, maintenant il y a l'IA-Act, et puis il y aura sans doute autre chose ensuite, j'en sais rien, dont on a absolument besoin, dont on est très fier ou très content en tout cas qu'il soit un petit peu plus encadrant, ce cadre juridique qui ne peut l'être dans d'autres régions du monde. Sans doute pas assez, mais quand même pas mal plus, et donc ça, c'est quand même bien de le souligner, et souligner aussi le fait qu'on a eu un temps un commissaire européen qui a été assez actif et que c'est peut-être pas exactement la même chose aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, s'agissant de ça, c'est que ça ne suffit pas du tout. Et que l'éthique, c'est pas le droit. Et que l'éthique, c'est que chacun puisse, à sa place, répondre à une question, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à partir des différents cadrages qui sont disponibles ou qui s'imposent à moi? Il y a un cadrage, c'est la loi, les lois, les règlements. Il y a un cadrage, ce sont les prescriptions, par exemple, du ministère. C'est par exemple le cadre d'usage sur l'utilisation des IA génératives qui va bientôt arriver dans les écoles, si j'ai bien compris. C'est tous ces actes-là qui ont une force de norme dans un espace qui peut être, par exemple, professionnel pour les enseignants. Mais ça dit pas, c'est pas parce que une pratique, l'utilisation d'une technique est autorisée qu'il faut l'utiliser. Je peux même ajouter de façon un peu provocatrice ou provocante que c'est pas non plus toujours parce que c'est interdit qu'il ne faut pas l'utiliser. Mais je ferme cette petite parenthèse, je la laisse de côté, bien enfouie quelque part. Mais si j'en reste à la chose plus importante, c'est pas parce que c'est autorisé que c'est une bonne idée de le faire. Et c'est là où la délibération éthique joue. Elle est personnelle, elle est individuelle, elle peut se nourrir de débats collectifs, bien sûr, mais elle est individuelle. Et la question, c'est, ça c'est disponible, est-ce que je l'utilise? Et donc, il a été dit tout à l'heure, je partage complètement cette idée qu'on l'utilise si c'est utile. Oui, la perception d'utilité, c'est pas un truc extrêmement facile, c'est pas une mesure qui s'impose, hein. Donc, c'est vraiment bien dans une espèce de zone grise que chacun doit décider. Ça, c'est l'éthique, et je vais rapidement terminer ma réponse. Ça veut dire que l'enseignant, je me place dans la peau de l'enseignant là, qui décide, on pourrait se placer dans la peau de l'élève, de l'étudiant, du parent, etc., du EdTech, du ministre, de l'inspecteur, etc. Mais dans la peau de l'enseignant, par exemple, la question c'est est-ce qu'avec la disponibilité que j'ai de telle ou telle technique, tel ou tel outil qui mobilise ces techniques, est-ce que c'est utile pédagogiquement? Est-ce qu'il y a une plus-value? Est-ce que ça pose des problèmes par rapport à mes valeurs? Mes valeurs éducatives, ça peut être l'équité, l'inclusivité, est-ce que ça pose des problèmes par rapport à d'autres valeurs dont je peux être porteur, dont je suis sans doute porteur, peut-être des valeurs environnementales, peut-être des valeurs de modèle économique, est-ce qu'il y a une soutenabilité économique de ça? Bref, toutes sortes de questions qui sont bien au-delà, tout en s'appuyant sur eux, sur ces cadres normatifs, ces normes qui s'imposent à nous, et tant mieux qu'on en dispose. Voilà ma réponse à votre question, Adjane. Excusez-moi, Jean-François, désolé, on a un petit souci, c'est les joies du direct. On a un petit souci de connexion réseau dans la salle dans laquelle on est. On va se permettre juste d'interrompre quelques minutes, le temps de se déplacer dans une salle juste à côté pour se connecter en filaire et s'assurer qu'on puisse bien échanger ensemble parce que là, c'est un petit peu haché. J'interromps juste, c'est une petite interruption de service Allez, on fait ça en 10 de secondes. publicité, ne vous inquiétez pas, et on vous retrouve tout de suite en changeant de salle. Restez bien connectés.
perdu. Voilà. Donc maintenant, Jean-François, si on est à votre écoute, donc vous nous entendez? Non. Oui, mais mal. Et là, c'est mieux, Jean-François? Moi, j'ai l'impression de tout à l'heure, c'était couloir de métro et maintenant, c'est grotte de Lourdes, comme ambiance sonore. Bon, et ben, Grotte tout court, pardon. alors, on vous entend très bien. Ah non, Voilà. c'est bon, là, c'est bon maintenant, c'est bien. Vous consolez. Ok. Donc Jean-François, si là c'est à nouveau, voilà, si on s'entend bien et que c'est plus agréable que la grotte et le métro, on vous laisse poursuivre votre propos. Et Mais non, moi excusez-nous. je ne sais pas, peut-être que vous ne m'avez pas entendu, je ne sais pas si les autres ont entendu. Moi, j'avais fini la réponse à votre question en fait. D'accord. Et ben alors, vous nous parliez justement côté enseignant, donc ça fait la transition parfaite, je vous remercie. Donc on va s'intéresser un petit peu côté celle des professeurs. On en a plusieurs professeurs, dont vous également à l'université, mais il y a d'autres professeurs qui sont parmi les intervenants. Donc peut-être une question pour Brice Gascard, donc enseignant dans l'Église Versailles, enseignant de français, je ne l'avais pas précisé tout à l'heure, et référent numérique. Peut-être que vous pouvez nous dire côté enseignant, quel enjeu soulève pour cette question de l'éthique de l'intelligence artificielle et quels sont les enjeux? Alors pour les enjeux, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a quelques instants. Il y a 2 questions majeures qui se posent entre enseignants, bien entendu. C'est, la question de la plus-value. Mais d'un autre côté, en tant qu'enseignant, on peut véritablement, jauger et évaluer cette plus-value que si soi-même on est entré déjà un petit peu dans l'outil, qu'on l'a testé par soi-même et pour le tester par soi-même, il faut déjà avoir mis de côté un certain nombre de peurs. C'est une nouveauté, donc forcément cela, entretient des craintes qui sont tout à fait légitimes, des craintes qui sont également d'ordre éthique sur le rôle de l'enseignant. Est-ce que l'enseignant va basculer petit à petit vers un rôle d'animateur simplement? Est-ce que les IA déclenchent cela? Donc ça crée un certain nombre de craintes, au quotidien. Donc il est on va dire qu'il y a un frein vers l'estimation personnelle par l'enseignant de la plus-value, parce qu'il y a toutes ces craintes parasites qui existent au quotidien. Il a été également fait mention il y a quelques instants d'un certain nombre de valeurs qui vont rentrer également dans la question éthique et dans le jugement éthique. On a parlé de la soutenabilité environnementale, également on va dire, des conceptions par rapport à l'évolution de l'économie et la place des IA à l'intérieur. Donc, ce sont des questions, en effet, qui peuvent représenter un frein pour l'utilisation de l'IA, notamment générative, à l'intérieur de l'enseignement. Et parfois, ces critères qui sont tout à fait respectables et légitimes en eux-mêmes, peuvent servir pour expédier immédiatement le fait d'aller découvrir ce que peut apporter l'IA. Comme ces éléments-là, la soutenabilité environnementale ou les critères économiques, sont, parfaitement légitimes et sont des arguments très forts, ils peuvent immédiatement servir d'éléments qui permettent de répondre à la peur immédiate que représente l'outil et donc ensuite, on ne va pas forcément aller vers lui pour le tester, jauger, ses possibilités et finalement, se l'approprier soi-même pour essayer de voir comment on peut permettre aux élèves ensuite de se l'approprier eux-mêmes de manière éthique et efficace. Donc ça, c'est le 1er point que je voulais dire par rapport à ce qui vient d'être, précisé. Mais Alors, tout cela, en tout cas, ça tourne vraiment, autour des peurs. Et s'il y a vraiment un élément éthique qui me semble important, c'est celui qui est, finalement au cœur, du travail de tout enseignant, quelle que soit la matière, c'est l'apprentissage de l'esprit critique. Et je pense que la réflexion sur l'IA, l'entrée dans l'IA par les enseignants et ensuite avec, leurs élèves, devrait pouvoir permettre de travailler cette construction de l'esprit critique au quotidien. Nos élèves utilisent déjà beaucoup l'IA générative, mais ils ne l'utilisent pas d'une manière, on va dire fine et efficace.
Et ce qui se passe en ce moment, un petit peu, c'est comme la peur que créait au tout début Wikipédia. Alors Wikipédia, c'était: je vais recopier des données directement sur internet, des éléments, je ne vais pas les vérifier, je ne vais pas utiliser mon esprit critique et finalement, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte qu'on avait construit avec les élèves quand même un travail pour avoir du recul par rapport aux données qui étaient écrites, qu'on le trouvait directement sur internet et faire en sorte de pouvoir les utiliser de manière prudente, de manière intelligente et donc de manière éthique. Et finalement, c'est ce même travail qu'il faudrait faire aujourd'hui avec l'IA générative et en rapprochant cela déjà d'expériences qu'on a avec le passé et avec des sites comme Wikipédia ou avec les ressources internet en général, ça pourra permettre peut-être de dépasser cette peur dont je parlais au début de mon propos, en espérant ne pas être trop long et assez clair. Ouais, merci. Alors, une petite question, je pense, sur la question de ces enjeux éthiques, en fait, et vous avez donné l'exemple de Wikipédia. Justement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en tant qu'enseignant, et je sais que vous le faites, et pour avoir échangé également avec, peut-être que M. Houry pourra compléter votre propos après cette question. Quel cadre vous pouvez poser dans la classe, justement, pour un cadre éthique, pour une mise en œuvre sereine des usages de l'intelligence artificielle? Vous avez mis en place la question de mettre en place des chartes au sein de la classe ou des usages. Qu'est-ce que peuvent mettre en place les professeurs et qu'est-ce que vous mettez en place, par exemple, vous-même? Et je laisserai M. Houry compléter votre propos si vous voulez en dire un mot. Ce sera la transition. Donc c'était toujours pour moi également. Donc au niveau de la classe, je pense qu'il faut patiemment expliquer aux élèves déjà ce qu'ils font au quotidien avec les différentes applis qu'ils installent, sur leur smartphone. Parce qu'on est au cœur justement de la RGPD. Ces applications sont souvent installées extrêmement rapidement, ils n'ont pas conscience des données qu'ils envoient. Parce que c'est un petit peu la contrepartie de toute façon de la gratuité et c'est le modèle économique, qui lui est associé. Donc déjà, en leur faisant prendre conscience des données qu'ils envoient à travers les applications gratuites qu'ils utilisent durant les intercours, durant les récréations, etc., entre eux, pour partager, pour sociabiliser, entre guillemets, c'est le même critère qui se pose ensuite avec ce qu'on va pouvoir donner comme information sur soi à une IA générative. Si on est prudent avec les premières, je pense que, avec ces applications habituelles, je pense que déjà, on a un certain nombre de cadres de prudence, de vigilance et d'esprit critique vis-à-vis de l'utilisation de l'IA générative. Ça, je pense que c'est déjà le premier point. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai tendance à être un tout petit peu plus méfiant avec beaucoup de sites dont on a les publicités quasiment tous les jours, j'exagère à peine, qui vont intégrer des moteurs IA génératives assez connus, où il faut effectivement immédiatement s'inscrire. Et là, donc, on va associer à nos données personnelles telles que le nom, le prénom, etc., un certain nombre de données personnelles très clairement ciblées. Et je fais la différence avec le recours, par exemple, à un copilote ou un chat GPT dans la classe où on ne va pas donner véritablement des données personnelles, mais on va pouvoir l'utiliser pour acquérir, par exemple, plus aisément une méthode par rapport à un exercice de rédaction. Je pense notamment, par exemple, à une contraction de texte ou qu'est-ce qu'on fait avec une sorte de matériau, de magma, de bribes de réflexion qu'on a eues par rapport à un texte et qu'on n'arrive pas à organiser et comment cette IA peut nous aider à les organiser. Dans ce cas-là, finalement, on ne va pas livrer un certain nombre d'informations personnelles, mais qui ne vont pas en tout cas être associées à un nom, à un prénom, etc., mais qui vont permettre de dépasser un certain nombre de difficultés. Donc, je me méfie davantage des sites qui vont demander une inscription, qu'on va utiliser comme ça en classe, avec, on va dire, une IA générative plus brute et dont on va pouvoir enseigner un usage efficace, on va dire, et avec un profit intellectuel. Merci. Monsieur Houry, donc peut-être si vous voulez nous parler un petit peu du cadre éthique que vous mettez en place dans les classes, et aussi, voilà, à rebours des peurs et des réticences, des réserves éthiques, vous parlez beaucoup des bénéfices et des avantages de l'intelligence artificielle dans l'éducation, et notamment pour accompagner les professeurs. Est-ce que vous pourriez nous présenter, justement, nous dire comment l'IA transforme les pratiques et comment, en fait, également?
Oui, bien sûr, oui. Tout d'abord, bonjour tout le monde, et puis je suis ravi d'être avec vous, et puis je souscris à tout ce que vient de dire Brice. Je vais faire comme Jean-François, hein, je vais développer quelque chose, et puis après, je tâcherai de ne pas oublier votre question, et je tâcherai d'y répondre. Mais je voulais juste dire deux choses pour commencer, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus d'intelligence artificielle qui sont des petits modèles en fait et qu'on va pouvoir installer localement. Donc, mon secret espoir, il est là hein, en ce qui concerne la privauté de ces données, c'est la conservation de ces données plutôt que de les envoyer sur des serveurs étrangers, c'est de pouvoir comme ça utiliser des IA qui tournent sur sa propre machine. Ici en Suisse, on a la chance de pouvoir utiliser Apple Intelligence par exemple, hein, dont c'est un petit peu le modèle, jusqu'à ce que en fait l'IA d'Apple ne puisse plus répondre et s'en remettre à ChatGPT. Mais en tout cas, pour des petites choses, générer une image, reformuler un propos, on peut utiliser donc Apple Intelligence et puis l'utiliser en local. Et puis si vous aimez pas tellement Apple, après il y a plein d'autres outils. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup de DeepSeek, on a Mistral aussi qui a sorti un nouveau modèle et puis on peut les installer. Et puis il y a plein de choses qui permettent de les installer sur une machine. Alors il faut quand même une machine un petit peu robuste, hein, mais ça marche. Hein, ça peut se faire avec même avec des choses comme OpenWeb UI ou Olama. Enfin, il y en a plein. Donc il y a cette possibilité-là et moi je nourris quand même des espoirs sur une utilisation euh, enfin moins énergivore, plus respectueuse des données personnelles. Voilà, ce genre de choses. Et puis le deuxième point que je voulais soulever aussi, toujours avant de répondre à votre question, c'est que bon, au risque de renforcer des portes ouvertes, hein, en fait, l'IA, comme toute technologie, ça vient avec son lot de bénéfices et puis d'inconvénients, quoi. C'est le fameux pharmacos, hein. Donc, ça peut apporter plein de choses et tout l'enjeu, c'est de comprendre, enfin, de faire comprendre aux élèves tout le bénéfice qu'ils peuvent en tirer. C'est-à-dire, en fait, l'IA ne doit pas être utilisée pour qu'elles fassent leur travail à leur place, mais pour les aider à mieux le faire. Alors évidemment, j'imagine que, enfin, je sais pas comment je me comporterais moi si j'étais plus jeune, mais je serais très tenté d'expédier des travaux qui m'intéressent pas avec avec l'IA. Mais ces travaux, ils peuvent être meilleurs si on utilise bien l'IA. Or, il va falloir faire beaucoup de choses hein, en fait pour que ce soit bien fait. Et peut-être là, ça me permettra de répondre un petit peu à la question des usages, des usages efficaces ou comment ça transforme les pratiques. Mais en fait, il faut inviter, il me semble, hein, les élèves à, à, à interroger la machine. Alors, on a souvent convoqué l'art du prompt, mais enfin, l'art du prompt, souvent, finalement, ça se résume, bon, à part quelques petites techniques, à savoir s'exprimer et puis à expliciter les choses et à ne rien laisser d'implicite. Mais surtout, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de connaissances, hein, parce qu'en fait, si on interroge une machine, un système probabiliste qui vous donne une réponse un peu moyenne. Si vous avez zéro connaissance, vous n'êtes pas en mesure d'évaluer la pertinence ou l'impertinence du propos qui est généré. Donc, en fait, à ce sujet, moi, je convoque toujours Franck Amadieu et André Tricot qui avaient dit dans leur petit ouvrage en 2017, je crois, Apprendre avec le numérique. C'est la connaissance qui se fait poser des questions, hein. C'est pas l'ignorance. Si vous êtes ignorant, vous ne pouvez pas l'interroger. Vous pouvez encore moins interroger la machine. Et donc, là, pour moi, tout l'enjeu avec les élèves, c'est c'est de leur apprendre à interroger la machine de façon efficiente, tout en vérifiant ce qui est écrit, en recoupant les sources. Enfin bref, ce que Brice a appelé, d'ailleurs, si je ne m'abuse, l'esprit critique, hein, développer l'esprit critique, c'est super important. Alors, tout ça dans un cadre, hein, je parlais des machines en local, mais en attendant, elles sont sur des serveurs, donc avec certaines mises en garde, hein, effectivement. Là encore, hein, je souscris à ce que disait Brice hein, sur la protection des données, sur le fait qu'on envoie des données, donc des données personnelles. Puis après, il y a toute la question aussi des stéréotypes. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si je demande sans plus de précision à une IA de me dessiner un prof, je vais avoir un homme blanc d'âge mûr. Ça me choque pas trop parce qu'en général, ça commence à
à ressembler à ce stéréotype, mais disons que c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, il faut être conscient de tout ça. Et puis, effectivement, ça va transformer toutes sortes de pratiques. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, mais pour finir sur ce point, en fait, moi, je dirais que pour les enseignants, c'est un peu, enfin, une fois qu'on a surmonté ses peurs et ses craintes, c'est tous les jours Noël, en fait, hein. Il y a une IA par jour qui vous invite à faire de nouvelles choses. Et je pense que les enseignants sont des grands créateurs de contenu. Je sais pas, même dans les années 90, quand on faisait une photocopie et qu'on découpait des photocopies, qu'on recomposait, des choses comme ça, on créait du contenu. Voilà, aujourd'hui, vous avez des IA multimodales qui peuvent tout faire, hein. Vous êtes prof de langue, vous avez besoin d'un texte en mandarin qui soit prononcé à toute vitesse, avec un fort accent pour vos élèves les plus avancés, ou vous avez besoin d'un texte plus lent pour des élèves plus lents, justement, ou moins avancés. C'est possible, et ce qui vous permet de créer du contenu, mais aussi de différencier, enfin d'améliorer l'expérience d'apprentissage. Donc, je suis assez positif, enfin, je veux dire positif, assez optimiste, assez confiant dans tout ça, même si on peut craindre aussi d'autres choses, mais bon, voilà, je conclue là-dessus. Merci. On reviendra à des usages et des pratiques en classe tout à l'heure. Alors, on va refaire un petit saut dans le temps et à l'université et la recherche avec Monsieur Cerisier peut-être. Donc, la question de comment accompagner justement et les étudiants, vous avez évoqué un petit peu en creux la question justement de comment l'IA peut faciliter ou aider des élèves à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc, on appelle ça parfois aussi un peu la triche et le plagiat. Donc, comment on accompagne justement les étudiants à travailler, en fait, à apprendre et comment on les accompagne donc à user de l'IA et avec un usage éthique et responsable. Donc, là, Monsieur Cerisier, donc qu'est-ce que vous mettez en place à l'université? Et puis, une deuxième question, côté recherche, comment la recherche aussi peut accompagner cette réflexion-là? Merci de la simplicité de la question, ouais, à laquelle je vais essayer de répondre en quelques secondes, en quelques dizaines de secondes, de façon très incomplète et imparfaite. Alors, d'abord, moi, je voudrais faire observer, je ne fais pas un détour cette fois-ci, hein, mais que la question, on peut la traiter sous l'angle de ce que font les enseignants, mais c'est vrai, l'enseignement supérieur, c'est vrai partout en fait. Mais aussi, on peut se poser la même question sur ce que font les étudiants ou les élèves, et ça ne s'emboîte pas forcément si simplement que ça, hein. C'est-à-dire, il ne suffit pas que les propositions, que les pratiques, que l'ingénierie pédagogique soient bien pensées, qu'elles mobilisent, comme le disait Yann, des modèles de langue sobres qui permettent de les faire tourner sur des machines à la maison, enfin dans l'établissement ou ce genre de choses, de proposer aux élèves des cadres d'usage sécurisés à tout point de vue, pour que ça se passe comme ça dans la réalité des pratiques des élèves. Et c'est vrai des élèves de l'école primaire et secondaire, je vous assure, ça vous pouvez l'imaginer, que c'est vrai des étudiants à l'université, même si au fond, leur utilisation des IA, notamment génératives, d'abord est assez mal connue. C'est le genre, je vais tout de suite à la fin du questionnement. La recherche, elle peut notamment essayer de comprendre ce que sont les pratiques réelles, c'est-à-dire ce que font, par exemple ici les étudiants, comment ils le font et pourquoi ils le font. Et c'est pas si évident que ça, hein. On a des a priori sur ça. J'avais encore un cours avec des étudiants de licence 3 à ce sujet ce matin, dans un cours qui s'intitule Culture et médiation numérique, et dans lequel on traite essentiellement de questions relatives aux intelligences artificielles génératives cette année, hein. Ça change un peu tous les ans, enfin, quoique là, le sujet, encore une fois, est appelé à durer, je pense. Et là, avec un peu de confiance, une relation de confiance avec les étudiants, eh bien, moi, je me rends compte que, bon, peut-être qu'ils me disent, enfin, c'est sûr, ils me disent ce qu'ils ont envie de me dire, hein, mais ce que je pense déceler, discerner dans leur discours, c'est que leur pratique des IA génératives comme étudiants est très différente d'un étudiant à l'autre, que certains ne les utilisent pas du tout, certains les rejettent. On a l'impression comme ça que ils vont se débarrasser des activités de production qu'ils n'ont pas tellement envie de réaliser pour gagner du temps pour faire autre chose. C'est sans doute vrai pour certains, peut-être même pour beaucoup, c'est pas vrai pour tous. Ce qui est aussi assez évident, c'est qu'au fond, même s'ils les utilisent, là je parle encore des étudiants de licence, de ces étudiants de licence-là,
ils portent un avis plutôt, je dirais, négatif globalement sur ces techniques et sur la place qu'elles ont, le rôle qu'elles ont dans notre société. Ils sont inquiets, en fait, hein, de ça. C'est une inquiétude qui est fondée sur très peu de connaissances, très peu d'expérience, une expérience très particulière et aucun apport, ou quasiment aucun apport scientifique de toutes sortes, hein, je veux dire, techniques, philosophiques, toutes les approches disciplinaires qu'on peut imaginer comme étant des approches qui concourent à l'apprentissage de l'utilisation des IA, mais aussi à la compréhension des enjeux qu'elles soulèvent. Donc, ils font malheureusement comme ils peuvent avec le peu dont ils disposent, et que je pense que si on a une responsabilité, nous, comme enseignants, je dirais éducateurs au sens très large, c'est partout où c'est possible, à condition de se former nous-mêmes, ce qui n'est pas non plus si évident que ça, hein, c'est de leur proposer un cadre de réflexion, un cadre d'apprentissage sur ces techniques et leurs usages. Je ne crois pas trop à l'autorégulation spontanée des étudiants, comme on a vu qu'on ne pouvait pas trop croire non plus à l'autorégulation spontanée des adolescents quant à l'utilisation de leurs smartphones et des réseaux sociaux, par exemple, hein. Donc, il faut qu'on aide à l'autorégulation. Il y a de la régulation, ça c'est extrêmement important, c'est même essentiel, et c'est ce que Jean-Baptiste évoquait au début de cette table ronde. On a vraiment besoin d'un cadre avec des normes qu'on va s'efforcer de respecter et de faire respecter. Mais je disais, avec l'éthique, c'est pas suffisant. Moi, mon objectif, plutôt ce dont je rêve en quelque sorte, c'est que les élèves, on a parlé d'esprit critique, mais moi je parlais d'éthique, mais ça se rejoint, soient en mesure de faire des choix eux-mêmes, pas de faire nos choix. C'est pas à nous de faire le choix de l'étudiant qui va truander pour son prof qui ne sait pas qu'il a, etc. Ça, c'est pas ça notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que l'étudiant, il soit en mesure de faire un choix et de le faire de façon consciente après avoir eu cette période de délibération personnelle et avec des connaissances qu'il n'a pas pour l'instant en général pour le faire. Donc ça, c'est le cadre dans lequel s'inscrit l'enseignement que vous m'invitez à décrire rapidement. Donc moi, je fais plusieurs choses, c'est hyper modeste, hein, évidemment, sur ces sujets-là. En l'absence de... Il n'y a pas vraiment d'enseignement, peu d'enseignement sur ces questions à l'université. Il n'y a pas de cadre d'usage qui nous serait fixé par l'État. Ça viendra peut-être, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de cadre d'usage qui serait fixé par je ne sais quel, par, je sais pas, par France Université, par exemple, hein, donc l'association des présidents d'université, et l'association aussi de leur vice-président, je sais pas, recherche, formation numérique. Il n'y a pas non plus partout, il n'y a pas, par exemple, à l'Université de Poitiers où je travaille, il n'y a pas non plus une sorte de texte déontologique, de règlement intérieur, d'extension du règlement intérieur de l'université, qui dirait aux enseignants, mais qui dirait aussi aux étudiants, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Ça serait encore mieux qu'on dise pourquoi et comment, mais déjà ça n'existe pas. Là, pour l'instant, mais je pense que c'est temporaire, et je vais passer de licence à master, dans un master où j'enseigne, qui est un master qui forme des ingénieurs pédagogiques, dans lequel il y a une recherche, un mémoire de recherche. On a décidé temporairement, parce que ça ne nous appartient pas de faire ça, et je pense que c'est pas du tout réglementaire, mais on l'a fait quand même, d'établir une charte qu'on a fait signer à nos étudiants, qui les engage à respecter nos normes internes de notre master. On appelait ça charte de bon usage, alors c'est pour les IA génératives, hein, charte de bon usage des IA génératives dans le cadre des travaux d'étudiants, c'est dans le cadre de notre master. C'est une charte, je pourrais la communiquer à tous ceux que ça intéresse, et vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, mais c'est une première étape, quoi. C'est une charte, je dirais, positive. Elle dit largement autant ce qu'ils peuvent faire et pourquoi ils peuvent le faire que ce qu'on leur demande de ne pas faire. En fait, ce qu'on leur dit, c'est une très bonne idée d'utiliser des IA génératives. On liste un certain nombre de points sur lesquels les IA génératives peuvent les aider. Je vais les citer parce que c'est très rapide, il y en a 4, comme assistance à la recherche et à l'exploitation de documents scientifiques, comme assistance linguistique, comme assistance à la production de documents et comme assistance à l'analyse de données. Et à chaque fois, c'est assistance. Donc ce qu'on veut, c'est qu'ils s'aident avec ces IA. On incite beaucoup dans la charte, je ne vais pas la lire bien sûr, pour qu'ils apprennent à le faire. On organise des cours pour ça quand même avec eux. Et on demande surtout que leur démarche soit totalement sincère et explicite à notre égard. C'est-à-dire, ils nous disent ce qu'ils font, et ben nous, ça nous va très bien.
On saura aussi leur dire, quand on les accompagne, que ce n'est pas une très bonne idée d'en faire plus que ce qu'ils en ont fait, et qu'on peut les conseiller même, on peut les assister, les accompagner. Et évidemment, cette charte interdit de produire des documents qui ne seraient produits que par des IA et qui n'auraient pas fait l'objet d'un travail intellectuel, un travail tout court de leur place. Ça, c'est pour le master, et je finis, je suis un peu long, désolé. Je reviens aux licences parce que c'est un tout autre cadre. L'idée, c'est de faire réfléchir ces étudiants-là, de leur donner l'occasion de réfléchir à ce que sont ces IA, pas trop comment elles fonctionnent, c'est pas technique, mais ce qu'on peut attendre d'elles, et puis avoir une approche critique dans toutes les dimensions qui ont déjà été évoquées tout à l'heure, et certaines sur lesquelles je voudrais insister, qui sont des dimensions c'est un peu plus, à plus large spectre en quelque sorte. C'est aussi de voir un peu ce qui se joue dans nos sociétés avec l'utilisation croissante de ce type de technique. Et un étudiant, ça à comprendre ça, en tout cas à comprendre. Je ne sais pas si je comprends moi-même, en tout cas à s'interroger là-dessus. Donc ça va de les aider à se poser des questions qui sont relatives à ce qu'on pourrait appeler à l'université l'intégrité scientifique, jusqu'à se poser des questions qui relèvent un peu de la philosophie et beaucoup des sciences politiques. Et ça passe par la production, c'est-à-dire on dit aux étudiants, peut-être que d'autres enseignants vous interdisent d'utiliser les IAG, mais ici c'est obligatoire de les utiliser parce que c'est dans l'expérience et la pratique réflexive, avec notre accompagnement, qu'on va pouvoir mettre en évidence certaines questions, vous apporter, nous on est 2 enseignants dans ce cours, des réponses, ou bien travailler avec vous, parce que les réponses on ne les a pas forcément, mais on peut réfléchir avec vous. Merci. Alors, j'aime bien qu'on revienne à des choses aussi un peu sur la question de la pédagogie et des nouvelles pratiques côté enseignant, des usages en fait des enseignants de l'intelligence artificielle, pour laisser un petit temps quand même de questions-réponses. Donc peut-être si, donc là je m'adresse à Monsieur oui, et puis peut-être aussi, oui, et alors là, j'ai un trou sur le nom de famille que je n'ai pas envie d'écorcher, je m'excuse. Brice Gascar, voilà, c'est bien cela, merci. Sur la question justement quels usages et comment l'IA a transformé la pédagogie. Et si vous pouvez illustrer votre propos, peut-être, voilà, encore une fois, je vous pose une question très vaste, et si vous pouvez me donner un exemple, voilà, pour justement montrer en fait les bénéfices et les avantages que vous trouvez et que vous pratiquez dans vos classes. Bah, je sais pas. Brice, Tu tu veux commencer? Il y a eu une petite micro-coupure, donc est-ce que c'est moi qui ai la parole? Oui, oui. D'accord, pardon. Alors, deux projets que je vais bientôt mettre en œuvre pour pouvoir déjà évaluer leur efficacité. Je pensais à un exercice, par exemple, pour le bac de français en première, qui est difficile, notamment pour les élèves de séries technologiques. Mais s'il avait lieu au bac aux séries générales, ce serait tout aussi ardu. Je pense notamment à ce qu'on appelle aujourd'hui la contraction de texte, qui est, voilà, on appelait ça davantage le résumé de texte auparavant. Alors évidemment, il y a une méthode bien précise à enseigner. Est-ce qu'une fois qu'on a transmis cette méthode, cela va permettre, comme par magie, de réaliser aisément une contraction de texte? Eh bien, malheureusement, non, parce qu'il y a une barrière fondamentale au départ qui est, on va dire, le bagage lexical des élèves. Et donc la méthode ne peut absolument pas être mise en œuvre avec des élèves qui manifesteraient la meilleure volonté du monde, parce qu'il y a ce barrage lexical à la base. Et je trouve que dans ce cadre, l'utilisation de l'IA générative permet de faire sauter ce premier verrou, et par une amélioration successive de prompts, on peut arriver à recréer soi-même de manière assez intuitive, et donc à assimiler véritablement la méthode. Si on demande la plupart du temps à une IA générative, ChatGPT ou autre actuellement, de produire une contraction de texte, le premier résultat ne va pas être très bon. Il va même y avoir des erreurs grossières en ce qui concerne le fait de séparer l'essentiel de l'accessoire, et puis le niveau ou le taux de reformulation à l'intérieur du texte. Et le fait d'obtenir quelque chose qui colle au mieux à ce qui est attendu va demander à ce qu'on affine petit à petit un prompt.
différentes. Donc là, je trouve qu'il y a un double avantage. Déjà, une prise en main peut-être plus intelligente de l'intelligence artificielle pour montrer à quel point la correction et le fait d'affiner sans cesse un prompt est nécessaire quand on utilise ce genre d'outils, ne pas se contenter de la première réponse qui est fournie, qui ne vaut pas réponse universelle et infaillible par elle-même. Et ça permet aussi d'acquérir une méthode, en tout cas de comprendre mieux son fonctionnement, alors qu'on serait peut-être immédiatement bloqué dans un refus d'entrer dans l'exercice dès le départ, parce que justement, le bagage lexical n'est pas là pour permettre de rentrer dans cet exercice. Donc voilà, ça c'est le projet que je compte mettre en place d'ici quelques semaines et commencer à le tester avec des secondes, puisque ça se prépare finalement dès la seconde. Et la deuxième chose, et j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est quand souvent dans une activité, on demande aux élèves de se mettre au travail, de travailler sur un texte, de dégager des idées, de mettre sur les papiers tout ce qu'ils ont pu trouver. Ils trouvent beaucoup de choses la plupart du temps. Par contre, après, il faut quand même formaliser cette explication de texte, arriver à lui donner, on va dire, une cohérence, une progression de la démonstration, etc. Et ils se retrouvent bloqués eux-mêmes face aux matériaux qu'ils ont produits, qui leur apparaît comme complètement étrangers à eux-mêmes, alors qu'il vient d'eux-mêmes. Et je trouve que là, dans ce cas-là, avec quelque chose d'assez simple, l'IA peut leur permettre de réorganiser simplement ce matériau pour après pouvoir mieux s'en emparer et passer à l'étape suivante, on va dire, de la formalisation de l'explication de texte. Donc je trouve qu'il y a 2 cas concrets, en tout cas, méthodologiques et de réflexes par rapport à un texte littéraire et son interprétation qu'on peut mettre en place assez aisément et sans avoir finalement une énorme, d'être face à un problème de fuite de données personnelles, pour le coup. Ouais, merci. Et alors, Monsieur Houry, Ok, en ce qui me concerne, oui, pardon. non, allez-y, je vous en prie. Ok, j'y vais. Alors, moi, j'ai de très jeunes élèves, hein, donc en fait, leurs usages de l'IA, c'est surtout les miens, hein. Et en fait, en écoutant votre question, la première chose qui me vient à l'esprit, en fait, c'est que l'IA me sert très souvent à multiplier le nombre d'évaluations, en fait. Parce que pour l'enseignant que je suis, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre, mais c'est que l'évaluation, elle ne vient pas uniquement couronner la fin d'un parcours ou sanctionner par une note toute une série d'activités, mais elle peut servir aussi à renforcer les apprentissages, elle peut servir à déterminer ce qui empêche, ce qui freine l'apprentissage. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui extrêmement facile de demander à Claude ou ChatGPT de créer un quiz, donc une petite évaluation qui peut être une évaluation diagnostique, hein. Je prends la mesure de ce que mes élèves savent ou ne savent pas avant d'ajuster, ou alors en plein milieu du parcours, je peux comme ça donner une évaluation qui me permet de voir, bon, bah, si après qu'on a passé une heure à faire ceci ou cela, et, ils ont compris quelque chose avant de passer à l'évaluation qui serait là, sommative, et qui viendrait donner une note. Alors, la magie de l'IA générative, là, c'est qu'en fait, mon quiz qui est au format texte, je peux l'exporter ensuite, je peux en faire un fichier Excel et le mettre dans Kahoot, par exemple, ou alors je peux dire, voilà, il me faut un fichier, il me faut du code, il me faut un format XML que je vais donner dans Pronote, parce que Pronote, dans le logiciel Pronote, on peut on peut faire son quiz à la main, mais bon, maintenant, avec l'IA générative, il n'y a pas de raison de faire les choses à la main, ou alors minimiser les choses à la main, en tout cas sur ce sujet-là. Et donc, on peut comme ça générer le code automatiquement, et puis après, c'est dans Pronote, et puis après, il y a plein de choses qui sont chouettes, hein, parce que Pronote est assez riche pour ça. En plus, la note est rentrée directement. Voilà, donc c'est assez magique. Donc, il y a plein de possibilités comme ça. Et en fait, alors, on animera, parce qu'on ne l'a pas encore fait, mais des séances avec les élèves pour les plus âgés. Mais en fait, tout l'intérêt, ce serait que l'élève comprenne aussi, ou l'étudiant, qu'il n'est pas obligé d'attendre qu'on lui soumette un quiz pour vérifier la solidité de ses acquis, hein.
Là, récemment, j'étais mon propre cobaye, donc j'utilise le traitement de texte, enfin l'application de prise de notes Obsidian, et puis dedans il y a des plugins qui permettent d'ajouter de l'intelligence artificielle. Donc je peux demander à Claude d'aller jeter un œil sur mes notes, et puis de me soumettre un quiz pour me rafraîchir la mémoire et vérifier que je me souviens bien de quelque chose. Et puis pour m'assurer aussi que l'IA n'est pas en train d'halluciner, je peux lui dire, écoute, quand tu vas me corriger ou quand tu vas m'apporter la réponse, s'il te plaît, appuie-toi sur un des éléments de la note, appuie-toi sur une citation de façon à ce que je puisse quand même vérifier et corroborer ce qui a été donné. Donc, il y a plein de possibilités comme ça qui vont être super intéressantes. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, hein, mais c'est comme l'IA est multimodale, vraiment tout est possible. Donc, on peut aussi démystifier un peu les choses, hein. Je prends juste très rapidement ce dernier exemple, mais donc mes élèves devaient lire La Fontaine. Chaque semaine, ils avaient une série de fables de La Fontaine à lire. Donc chaque jour était couronné d'une petite énigme, une sorte d'exit ticket, voilà. Et donc il y avait une image qui accompagnait la question du jour. Donc c'était assez rigolo. C'est après que j'ai découvert des IA comme, alors je ne sais jamais comment le prononcer, mais je vais essayer, hein, ailuo.ai, quelque chose comme ça, hein. Donc, vous avez généré votre image, ça vous fait une petite vidéo. Donc, en fait, vous pouvez transformer ça en devinette, hein. C'est-à-dire que c'est le personnage de La Fontaine lui-même qui va vous interroger. C'est assez rigolo. Donc, voilà, on va joindre comme ça des pratiques euh, de renforcement pédagogique à un peu de ludification. Donc c'est plutôt sympathique, je crois. Et peut-être que Denis Desjours pourra nous dire comment justement on accompagne les plus jeunes élèves dans le premier degré, qu'est-ce qui est mis en place pour accompagner les élèves et qu'est-ce qui peut se faire. Justement, je voulais dire que je souscris à tout ce qui a été dit et j'ai beaucoup aimé l'aspect enseignant créatif. Et je voudrais aller même un petit peu au-delà de ce que disait Yannouri, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut être utilisée pour l'évaluation et c'est vrai qu'on a besoin d'évaluer finement les élèves et leurs difficultés. Mais dans la création, on a aussi besoin d'utiliser l'IA parfois pour différencier les supports et différencier ce que l'on propose aux élèves. Et là, l'intelligence artificielle a cette faculté dans quelques clics de créer un support différencié et d'adapter une dictée aux difficultés d'un élève. Et ça, c'est quelque chose qui séduit beaucoup les enseignants dans la partie préparation de leur support, différencier, rendre accessible aussi des contenus pour des élèves qui seraient avec une déficience ou une difficulté. L'IA est capable effectivement de produire des supports très intéressants à partir de l'imagination que va avoir l'enseignant pour la construction de sa séance. Alors pour en revenir à la question, oui, il me semble important, et ça a déjà été évoqué, de travailler et de faire le lien avec l'éducation aux médias et à l'information, et de faire ce lien dès les plus jeunes classes, dès le CM1 par exemple, pour que l'élève se rende compte qu'il n'y a pas d'effet magique ou d'effet waouh derrière l'intelligence artificielle, mais que derrière, il y a des choses qui ont été programmées, et que l'intelligence artificielle est avant tout pour produire un contenu quel qu'il soit, et que ce contenu, de toute façon, il y a une réponse qui est produite par l'IA, et ce contenu est souvent à interroger. Donc ça fait aussi écho à comment est-ce qu'on va alimenter les IA génératives. Est-ce qu'on les laisse aller puiser n'importe où sur Internet ou n'importe où dans les bases, ou est-ce qu'on restreint à des bases académiques? Et je trouve intéressant ce que disait Yannouri, c'est-à-dire de pouvoir installer en local, pourquoi pas, la base de connaissances sur lesquelles on va aller taper sur des classes jeunes, ça me semble intéressant. Après, pour des étudiants, c'est beaucoup plus complexe. Et j'aime beaucoup l'idée de Jean-François Cerisier de cette charte d'utilisation de l'IA, d'être totalement transparent. Et pour avoir discuté récemment avec l'INSPE, un directeur de l'INSPE, il disait que la grosse crainte des étudiants, c'est le côté traitement équitable des étudiants dans une note. Est-ce qu'on est tous à équité lorsque certains vont produire un contenu avec de l'IA, là où d'autres n'auront pas les connaissances ou n'auront peut-être pas la technique pour le faire. Et du coup, la question de la note et de l'évaluation rentre en jeu pour les étudiants qui disent, bah oui, mais c'est pas juste, lui, il a utilisé l'IA, moi, je ne l'ai pas utilisé. Donc, je pense qu'il y a un vrai débat autour de ces sujets aussi.
Merci. Alors peut-être que on pourrait demander, je pense, ce que pense l'avocat pour clore un peu et clôturer ce tour de table sur tout ce qui a été dit du coup par les intervenants, donc notamment la question de est-ce que c'est juste? Effectivement, grande question philosophique. Voilà, on vous laisse quelques instants peut-être voilà, si vous voulez bien voilà, nous donner un regard sur les propos des différents interventions. Et je vois aussi que dans le chat, quelqu'un a parlé effectivement de la question de l'esprit critique. Effectivement, ça a été un fil rouge quand même et qui a été évoqué par chacun intervenant, à quel point dans intelligence artificielle, cette question d'intelligence et vraiment d'humanité est centrale et que voilà, à rebours vraiment des peurs et qui ont été évoquées et des réserves, là, qui bien souvent, il y a un frein psychologique d'abord, un frein technologique, mais avant tout, là, c'est vraiment quelque chose d'humain. Et on en revient finalement à la question centrale et le cœur de cette question, c'est la question de l'humain et de l'esprit critique. Donc, je ne vais pas en dire plus. Je vais peut-être laisser donc l'avocat répondre. Et puis, si après, il y a une question ou deux qui veulent, on va prendre une question ou deux, voilà. Et s'il n'y a pas de questions, peut-être un mot de conclusion pour chacun. Merci. Oui, je suis avocat, mais j'étais surtout le conseiller numérique du ministre de l'Industrie et l'ancien secrétaire général du Conseil national numérique. Donc, c'est des questions que je connais bien au-delà de leur partie juridique. Et l'un des soucis, c'est qu'on est en fait devant des technologies qui remontent à il y a bien longtemps, mais dont les usages commencent seulement maintenant à rencontrer l'infrastructure et la standardisation qui leur permettent de prendre pied normalement. Et en fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA générative, mais en pratique, les usages qui sont en train de se développer vont très, 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 très au-delà de la seule IA générative. Je vous l'ai dit, ce qui est par exemple interdit par l'AI Act aujourd'hui, c'est le contrôle des émotions sur les lieux d'éducation. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on va se retrouver avec une espèce de combinaison entre un environnement numérique qui devient de plus en plus prégnant, des caméras, des montres connectées, des portables, et même si on parle de l'interdiction du portable à l'école, eh bien, voyons voir ce qu'il en sera dans 4 ou 5 ans, et le moment où on décidera d'interconnecter l'ensemble de ces différents éléments les uns avec les autres. Et c'est là qu'on se retrouvera dans une situation qui est beaucoup plus difficile à visualiser, y compris même le fait, par exemple, d'avoir un environnement numérique à la maison. À quel moment est-ce qu'on va se retrouver avec quelque chose qui va faire la continuité entre la maison et l'école? Est-ce qu'on va se retrouver avec des outils qui vont permettre de savoir si l'élève fait ou ne fait pas ses devoirs, dans quelles conditions, de quelle façon, comment? Et peut-être aussi des outils qui vont commencer à essayer de dresser des modalités d'enseignement qui seront encore plus fines que celles qu'on peut imaginer, parce que là, on est sur des parcours en fait éducatifs, c'est-à-dire des parcours, des voyages au sein du programme, mais là où peut aller l'IA, surtout à partir du moment où on l'interconnecte comme ça avec tout ce qui existe autour, c'est en fait non pas seulement sur des parcours éducatifs, mais en fait sur des parcours cognitifs. On peut se retrouver avec des mécanismes qui vont analyser le fonctionnement cognitif des élèves, analyser même le fonctionnement cognitif éventuellement des enseignants, faire des recommandations ou les mettre dans des directions plus précises. Et c'est là que les choses vont commencer, enfin, le risque, c'est de perdre pied, en fait, et de ne pas avoir fait les démarches en amont pour s'assurer du contrôle et de la sécurisation de ces outils. Quand je dis sécurisation, je ne pense pas à des accidents technologiques, etc. C'est même pas ça. Mais regardez, ne serait-ce aujourd'hui que la gouvernance de ces outils. On est sur des outils qui sont rarement des outils internes à l'éducation. Un ouvrage, il est réalisé, le ministère sait fabriquer un programme. Le programme, c'est un outil d'enseignement. Si demain, on demandait au ministère de réaliser une IA, est-ce que le ministère y arriverait aujourd'hui? Ben, ce n'est pas si évident. Et le problème, c'est que c'est peut-être ce qu'il faut réussir à être capable de faire d'ici 5 à 10 ans. On est, si vous voulez, sur un changement de méthodologie qui va forcer à prendre ces éléments en compte. Alors, on a des pistes, on a des règlements, on a quand même des précautions, puis on a des grands principes et des grandes valeurs qui, en fait, permettent de dresser tout ça et de comprendre vers où on veut aller. Mais entre les deux, c'est loin d'être évident et des usages dont on pensait que c'était de la science-fiction il n'y a qu'un an ou deux, aujourd'hui, enfin, c'était
dont on pensait que c'était la science-fiction, dont les gens qui ne travaillent pas sur ces sujets de façon précise pensaient que c'était la science-fiction. Pour les connaissants, pour les sachants, pour les gens qui développent ces technologies, les perceptrons, c'est une technologie des années 70, par exemple. Mais pour les gens qui travaillent sur ces sujets, en fait, c'est quelque chose dont ils savaient que c'était possible. Mais entre ce qui relève du possible et dans un cadre expérimental, dans un cadre personnel, et ce qui relève du possible dans un cadre, pardon, mais industriel, j'entends par là dans un cadre qui s'applique à l'ensemble, aux centaines de milliers, à des centaines de milliers d'élèves et d'enseignants, là, c'est complètement autre chose. Et pour réussir à en arriver là, il fallait une espèce de changement de phase qui est en train de s'opérer aujourd'hui. Et donc, ce qu'il faut avoir conscience, c'est qu'on est dans ce changement de phase et que ça va devoir déboucher sur des compétences qui sont nouvelles et sur des prises de conscience qui sont nouvelles, qui ne sont pas forcément habituelles, mais qui, à partir du moment où on est solide sur les règles principales, sur les grandes valeurs, en fait, en pratique, ce n'est pas non plus quelque chose dont on devrait avoir peur du tout. Vous voyez, je vous l'ai dit, ça fait depuis les années 78 qu'en France, par exemple, on cherche à empêcher les traitements à caractère politique ou raciste. C'est typiquement le genre de choses qu'on va vouloir continuer à interdire à des IA. Et au fond, la manière dont on interdit, est-ce que c'est par un petit bout, par le petit bout de la lorgnette, ou est-ce que c'est de façon générale? C'est pas très important. Ce qui compte, c'est que les gens qui les mettront en œuvre appliquent ces règles. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire, mais il faut aussi avoir conscience que c'est possible. Et comme on est dans une pensée un peu mythologique, un peu magique aujourd'hui sur ces sujets, on a l'impression qu'on peut rien faire, que c'est comme ça, que ça marche de cette façon et qu'on peut pas faire présenter. Mais ce qui est présenté la plupart du temps, ce sont des produits commerciaux qui sont développés par des entreprises qui sont peu nombreuses. Donc en fait, il n'y a pas non plus, si vous voulez, l'innovation, elle est forte parce que c'est des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Mais comme vous avez un seul produit ou un seul mode de produit qui vous est présenté, quand on n'a pas l'habitude, on ne peut pas imaginer qu'il puisse se présenter autrement. Voyez, et donc, on se dit, c'est ça et ça ne peut pas être autre chose. Mais en fait, ça peut parfaitement être autre chose. Et donc, il va falloir, petit à petit, au fur et à mesure de cette adaptation, être capable d'imposer aussi aux fabricants, aux développeurs, eh bien, les usages et les fonctions qu'on veut, et pas seulement celles que eux pensent que ce sont les bonnes forcément pour nous. Voilà. Mais c'est pas si difficile que ça, je pense. Merci. Donc, on a dépassé le temps que c'est imparti. Je vois qu'il y a un commentaire sur les injonctions paradoxales, développement durable versus apprentissage fondamentaux. Voilà, donc si quelqu'un a en guise un dernier tour de table de 1 minute chacun pour conclure et peut-être réagir à cette question ou à ce commentaire qui a été posé dans le chat. Voilà, donc allez, tour de table d'1 minute et puis on va devoir clôturer. Alors, je désigne. Eh bien, peut-être Yannouri, pour commencer. Ça tombe bien, j'ai ouvert mon micro. Non, mais je voulais réagir justement à la question de Thomas Hubert qui parle d'injonction paradoxale. Je pense qu'il a raison. Mais alors, de fait, je me demandais, j'espère que c'est pas provocateur non plus, si finalement ce paradoxe, il n'est pas inscrit dans les objectifs de développement durable, parce que je ne sais plus si c'est le 9 ou le 14, mais il y en a un qui doit développer les infrastructures. Alors bon, oui, effectivement, il faut développer les infrastructures. Alors évidemment, peut-être qu'on ne pensait pas non plus à ce point-là, quoi. C'était peut-être pas forcément un coup de data center qui réchauffe la planète, mais bon, je vous le disais tout à l'heure, moi, ce que j'espère, et c'est ce que semble, alors évidemment avec des grosses pincettes, mais montrer DeepSeek, hein, c'est-à-dire qu'au finalement, il semblerait que si on a foi en ce qui est dit, que on puisse créer des modèles qui sont plus petits, moins coûteux, moins énergivores. Bon, écoutez, moi je croise les doigts, et puis sinon, pour finir là-dessus, je dirais que je suis tout à fait d'accord aussi avec la charte, hein, on a notre charte aussi. J'en ai consulté plusieurs, donc je pense qu'il faut le faire parce qu'en fait, les élèves ont des usages, donc qu'on le veuille ou non, ils l'utilisent. Alors on peut leur dire non, vous l'utilisez pas pour faire votre dissertation, mais ils vont le faire quand même. Donc il faut les accompagner pour ça. Et moi je suis pour la charte, je suis pour la régulation aussi. Souvent on reproche à l'Europe de surréguler, que les États-Unis innovent et que nous
nous, tout ce qu'on sait faire, c'est réguler. Je trouve que c'est encore bien que quelqu'un le fasse. Il faut le faire. Imaginer un monde d'Elon Musk sans régulation, ce serait terrifiant. Voilà. Merci. Brice Gascard, 1 minute. Et je vérifie, hein, ça y est. Ce sera moins. Ce sera moins. Je rebondis sur le développement durable. J'en avais un petit peu parlé au tout début de l'échange concernant souvent les arguments qui étaient mis en avant et qui pouvaient finalement trahir ou montrer une peur. La question est totalement légitime, bien évidemment, mais il ne faut pas non plus que ce soit l'argument automatique qui permette, parce qu'il est bien évidemment inattaquable et totalement fondé, qui permettent de ne pas du tout rentrer dans la réflexion et l'esprit critique justement par rapport à l'outil. Et donc, je vais prouver que c'était en moins d'1 minute l'intervention. Ce qui me semble important, c'est d'expérimenter, peser et penser pour rester sur notre fil rouge aussi de l'échange, pour ne pas être dépassé. Parce Merci. que quand même, Ça fait 1 minute. oui, Voilà, bravo. j'ai perdu la conscience du temps. Jean-François Cerisier, s'il vous plaît. D'accord. C'est comme aux élections présidentielles, hein, 1 minute pour convaincre à la fin. Donc j'ai pas beaucoup mieux à dire, si ce n'est que je suis pas aussi optimiste que Jean-Baptiste, hein. Je partage complètement les analyses. Mais à la petite fin de la minute, très optimiste en disant on va y arriver, peut-être qu'on va y arriver, mais bon, il y a quand même du travail. Moi, je crois que les choses elles se jouent, je l'ai déjà dit autrement tout à l'heure, j'ai dit entre régulation et autorégulation et accompagnement des élèves pour l'autorégulation, accompagnement de tout le monde en fait. Donc ça, je pense que tout le monde l'a dit, on l'a tous dit à notre façon. Ça suppose deux choses, hein. Ça suppose, et là je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient juste d'être dit, de faire en sorte que les enseignants notamment puissent prendre des initiatives par rapport aux usages de ces techniques. C'est eux qui inventent l'expérience d'apprentissage de leurs élèves tous les jours, hein, dans la classe. Donc c'est pas nous, enfin c'est pas nous quand on est enseignant, mais ce sont eux. Ils ont besoin d'être aidés, accompagnés, formés, et tout ce qu'on veut par les chercheurs, les formateurs, les entreprises EdTech, les ministres, j'en passe et des meilleurs. Mais c'est quand même eux qui le font. Donc il faut leur donner la possibilité de le faire et pas que ça se perde comme ça dans le vide, c'est-à-dire que leur expérience soit capitalisée, évaluée, autant qu'il est possible de le faire. Ça, c'est un premier point. Puis le deuxième, c'est la régulation. Je ne peux être que plus soigné, en quelque sorte. On a vraiment besoin de régulation. C'est de notre responsabilité de faire en sorte qu'il y en ait, parce que les temps qui s'annoncent sont quand même un peu inquiétants. Dans le monde, en Europe et en France. Et donc la régulation peut nous mettre un petit peu à l'abri. Très bien, merci. 1 minute pour Denis Desjours. Moi, j'ai envie de dire, faisons confiance aux enseignants et aux élèves, mais proposons-leur un cadre qui va être garant d'un certain nombre de dérives, de biais, un cadre qui soit écologiquement responsable, un cadre qui soit éthiquement responsable, un cadre qui soit européen, pourquoi pas, et faisons confiance aux enseignants et aux étudiants et accompagnons-les dans la découverte de tous ces outils. Merci. Et Jean-Baptiste Souffron? Oui, non, mais je pense qu'on a beaucoup de chance en fait, parce qu'on est en train de vivre des transformations qui sont extrêmement intéressantes. Je crois que jamais personne a pu avoir accès à autant de connaissances structurées aussi bien et de façon aussi digeste. Que donc, il ne faut pas du tout être plus inquiet que nécessaire. Chaque étudiant aujourd'hui, quasiment pour la première fois, a accès avec une grande simplicité à autant de connaissances que ses enseignants quasi. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est justement là, on est en train de toucher à ce qui fait en fait l'âme de l'enseignement, et c'est cette chose qui peut-être comme ça n'a pas l'air si importante, ou dont certains peuvent penser qu'elle est légère, que c'est juste un détail. Mais en fait, c'est ce détail qui va prendre toute l'ampleur dans les temps qui viennent, et sur lequel on va pouvoir, à mon sens, recentrer nos efforts. Et l'enseignement, ça va devenir justement ce que c'est réellement, c'est-à-dire de l'enseignement. Merci beaucoup. Je vais prendre quelques instants uniquement pour vous remercier déjà. Merci à tous d'avoir répondu présent à cette table ronde, pour ces échanges et ces éclairages riches. Et vous annoncer le thème de la prochaine
formation, conférence de ce cycle, éthique et intelligence artificielle, qui est consacré justement au cœur du métier enseignant. On parlera de la formation des enseignants. Et donc, ce sera le fil conducteur de la prochaine. Donc, ça a été dit en filigrane. Vous avez fini sur ce thème, sur la pédagogie, sur le cœur du métier. Et bien voilà, ce sera le sujet de notre prochaine conférence qui aura lieu fin février, début mars. Donc, vous aurez les informations sur les sites, et notamment celui du site du Café Pédagogique. Donc, merci à toutes et tous, merci au Territoire Innovant, merci à Monsieur Cerisier, Oury, Desjours et Gascar et Souffron pour cette table ronde. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.